Dans cet épisode de Louip, on accueille Youssef Mamou, Samsung, Karim, 212 Founders, aujourd'hui Yola Fresh. Je suis Dan Bengio et j'accueille en partenariat avec La Nouvelle Tribune, Youssef Mamou dans le podcast Louip. Youssef, comment ça va? Très très bien, et toi? Très bien, alhamdoulilah. Bienvenue dans le Whip. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Avec plaisir, c'est hyper cool de t'avoir ici. On papotait un petit peu juste avant et voilà, tu me racontais un petit peu ton parcours. Et c'est hyper inspirant, ça fait plaisir de te voir déjà, t'as l'air heureux d'être là où tu en es. Ah oui, bien sûr. Et voilà, je sais que t'es une personne qui a bossé chez 212, donc t'as vu des pitchs, t'en as vu beaucoup. Ouais. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet si ça te va. Ouais. Est-ce que tu peux me pitcher Youssef Mamou? Je veux pas, voilà, Youssef Mamou, tu te vends toi-même, tu vends pas un business, c'est pas que ce soit, tu te vends pour avoir une présentation en fait, pour chercher à comprendre la personne. Généralement quand on pitch, c'est qu'on a un but derrière ce pitch. Ouais. C'est lever des fonds, vendre, signer un contrat. Là, quel serait éventuellement l'intérêt pour moi de faire ça? Ouais, non, je dirais pas un pitch, je dirais principalement très humblement de me présenter. Très bien. Donc Youssef Mamou, papa de 3 enfants, born and raised à Casa. Je suis parti assez jeune. J'ai eu mon bac à 17 ans, donc 17 ans et 1 mois. Et donc, je suis parti faire ma prépa en France. Une décision qui n'a pas été facile parce que je suis parti en étant mineur. J'étais pas encore majeur. Très bien. C'est une décision quand même où les parents ont énormément débattu. Donc, j'ai fait ma prépa en France, j'ai intégré une école d'ingé en France. Qu'est-ce qui les a convaincus pour que tu puisses partir? Ouais, je pense que ils voyaient toujours que j'étais toujours accro de la tech, toujours accro des nouveautés, et donc du coup, ils m'ont quand même fait confiance. J'étais un élève studio, très. Je cherchais toujours le problème. Ok. C'est-à-dire, j'ai cherché le problème dans le sens où je me révoltais beaucoup à l'école. J'aimais pas s'il y avait une injustice en classe, j'étais le premier à parler. Par contre, j'étais bon élève aussi. J'étais bon élève, je travaillais pas beaucoup à l'école. Les deux absolument. sides, donc du coup, effectivement, de se dire. T'étais pas l'élève modèle parfait qui ne cherche pas les problèmes, ni celui qui cherchait que les problèmes. Je pouvais l'être quand je devais l'être. Ok. Où des profs effectivement me disaient que voilà, c'est parfait, tout est bien, mais il y avait d'autres profs. Si par pur hasard, ils sont en train de voir cette vidéo et ils vont se reconnaître. Désolé, mais ça m'a permis de grandir aussi. Mais voilà, donc je suis parti en France, j'ai fait ma prépa, puis j'ai intégré une école en France, et puis j'ai décidé de quitter la France 2 ans après l'école d'ingé. Je voulais essayer autre chose. Je voulais vraiment tester et essayer une autre culture et voir qu'est-ce qu'on peut faire dehors de la France, vu que c'était un parcours un peu naturel. Et donc je voulais partir aux États-Unis. Et c'était 2001-2002. La France était contre la guerre en Irak. Et donc les US, ils ont boycotté tout ce qui venait de France, même les étudiants. Incroyable. Et donc même à ce moment-là, je sais pas si tu te rappelles, mais les French fries, ils les ont rebaptisés les Freedom Fries. Exact. Et donc voilà, ils étaient complètement allergiques de tout ce qui venait de France, même les étudiants. Donc c'était un petit peu choquant. Parce que je me suis retrouvé au milieu de cette anomalie-là, sans pour autant pouvoir dire quelque chose. Donc à ce moment-là, je commençais à chercher d'autres options. Je devais partir à Londres ou même en Nouvelle-Zélande. Puis après, j'ai décidé de partir en Suède. Ah, donc complètement bloqué les États-unis, c'était vraiment... C'était absolument... J'étais effectivement admis, je devais partir en Floride, tout était bien. Et puis après, hop, désolé, il y a plus personne qui part. Il y a un vrai boycott là-dessus, quoi. Un vrai boycott. Et donc, ended up effectivement être en Suède, et pour moi, ça coulait de source. Parce que c'est un petit peu le fief et la mecque de la technologie, avec Ericsson, avec plein d'autres boîtes cotées en bourse. Et donc je me suis dit c'est une super opportunité. J'avais pas mal d'amis suédois qui étaient en échange, et puis je me suis dit ça peut être une très bonne opportunité de venir et de découvrir une nouvelle culture. Et je regrette pas une seule seconde. Tu as fait quoi là-bas exactement en Suède? J'ai fait une double diplomation, donc j'ai fait mon 2e master à Stockholm, Royal Institute of Technology. J'ai appris à parler suédois, donc je parle suédois. Ah, incroyable. Je ne parlerai pas pendant ce podcast, mais à ce jour, je regarde encore la télé suédoise, je lis encore les infos. C'est une langue qui est utilisée peut-être par 10 millions d'habitants.
mais c'est quelque chose ça me tenait à cœur. Et j'oublierai jamais, parce que bon, encore une fois, c'est un podcast qui est un peu ouvert, un peu rompu. J'oublierai jamais le jour où, quand j'étais dans le métro, et à un moment, je commençais à comprendre ce qui se passait autour de moi. Et je pense que c'est un des moments qui resterait gravé. Dans quel sens exactement? Ah, quand tu as commencé à lire, à comprendre les mots. Quand j'ai commencé à comprendre les gens qui parlaient autour de moi. Incroyable. Donc ça a pris quelques mois, parce que c'est une langue à base germanique, pas à base latine. Et donc toutes les déclinaisons, etc., comme en allemand. Comme en allemand, les Français qui avaient pris allemand comme deuxième langue, avaient beaucoup plus de facilité. Alors qu'on sait que peut-être les Français sont pas très language oriented, mais c'était beaucoup plus facile pour eux. Donc pour moi, il fallait effectivement tout réapprendre, et c'est juste, j'oublierai jamais ce moment-là. Donc exceptionnel. Je reste là-bas, je reste 5 ans en Suède, et puis après rapidement on lance une petite boîte de consulting en télécom. Et donc je m'occupe. Là, t'es associé à ce moment-là sur le lancement de la boîte. Sur le lancement de la boîte avec deux ex d'Ericsson. Ok. Et je suis rentré. On a commencé à beaucoup travailler avec des opérateurs en Afrique, et je me retrouve à gérer l'Afrique du Nord, mais plus du côté Égypte, Soudan. Donc j'ai vécu 1 an et demi à Khartoum, au Soudan, où je faisais. On voit pas tout ça sur Internet. C'est cool. Où je faisais 1 semaine à Khartoum, 3 semaines à Stockholm, puis après c'est devenu 1 semaine à Stockholm et 3 semaines à Khartoum. Et je peux te dire que parfois, je décollais, il faisait -25, et j'atterrissais, il faisait +30, +35. Comment tu faisais tes bagages? Écoute, ouais, c'était un vrai challenge. Et puis après, en fait, l'opérateur historique a décidé de me racheter en tant que consultant interne. Et à ce moment-là, ils étaient assis sur une superbe cagnotte, 1,6 milliard de dollars. Et ils venaient de vendre un opérateur télécom pour en créer un autre. Et ils voulaient créer un opérateur régional. Donc, ils ont commencé à acheter des licences un peu partout en Afrique. Et donc, je commençais à être avec eux dans la SWAT team pour pouvoir aller lancer les opérations. Et un jour, je me retrouve à aller faire une mission en Mauritanie. Je reviens, je présente au board, j'avais 25-26 ans, je présente au board de l'opérateur qui faisait quelque chose comme 400 millions de dollars par an. Bon, à ce moment-là, je pensais que c'était énorme, je le pense plus. Mais à ce moment-là, je pensais que c'était énorme. Et à la fin du meeting, j'ai été appointed comme Chief Marketing, Chief Operation Officer pour l'opérateur en Mauritanie. Et donc, après 2 jours, je refais mes valises et je pars habiter à Nouakchott. Et là, c'est quoi ta mission exactement sur place à Nouakchott? Ma mission, c'est de sauver, mais vraiment avec toute modestie, c'est de sauver l'investissement. Ils avaient investi plus de 100 millions de dollars sur la licence et 200 millions de dollars sur les infra télécoms. Et au bout de 40 jours, les clients fuyaient. Et les gens désactivaient pour une simple raison que c'était pas du tout la même technologie. Il y avait le GSM et le CDMA, et les gens pensaient qu'ils allaient pouvoir juste changer les cartes sur le même device, alors que c'était pas du tout le cas. Bref. Problème de compatibilité. Problème de compatibilité, problème réellement de value proposition. Très bien. Et donc, les gens ont complètement boycotté l'opérateur. Et donc, ma mission était de refaire ou plutôt de faire un relaunch et d'essayer de reprendre. Donc, j'ai passé 9 mois là-bas. On a réussi à rapidement prendre la 2e place, très très rapidement, et donc ce fut une expérience qui est juste incroyable. Et au bout de 9 mois, je devais aller m'occuper du lancement au Sénégal, parce qu'on avait acheté aussi une licence au Sénégal. Là, t'es célibataire, t'es seul, tu te balades, tu boulot. Je connais personne, donc il y a absolument pas d'ascenseur, ni de connaissances, ni de rien du tout. Donc tout est fait à l'huile de coude. Avant de m'installer au Soudan, j'avais fait le Tchad aussi, j'avais fait la Tunisie, l'Égypte aussi. Donc je connais bien l'Afrique déjà. Je connais un petit peu l'Afrique, et c'est là où je réalise avec toute modestie qu'on est un des meilleurs pays d'Afrique. Magnifique. Et réellement, c'est pas que ça m'a réconcilié avec le Maroc, c'est que j'ai découvert qu'effectivement, on a beau le comparer avec les pays en Europe, parce qu'on aspire effectivement à être un meilleur pays, un meilleur environnement. Mais quand on compare ce qui existe pas très loin, juste à côté, on se rend compte qu'on a une chance qui est juste inouïe. Et donc là, je rentre au Maroc fin 2008,
Et comme dans ce groupe-là, bah, on avait deux grands acteurs des télécoms. Donc, je ne sais pas si on doit citer les noms. On peut, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est hyper ouvert, hein, sans souci. Donc, bah, en fait, on avait Huawei qui était un de nos fournisseurs. Et donc, dès qu'ils ont entendu que j'étais au Maroc, moi, ils m'ont offert l'opportunité de gérer la région, de gérer les projets. Donc, je me retrouve rapidement à aller habiter à Tunis. Et la vérité, ma décision pour rentrer au Maroc était une décision qui est beaucoup plus réfléchie, où je dis, il y a quelque chose à faire au Maroc, je pense it's time, il faut rentrer. Et quand je suis rentré, je me suis retrouvé en Tunisie, je me suis dit, non, ça sert à rien, je suis pas rentré pour repartir, j'ai envie de rentrer au Maroc. Et là, pareil, coup de chance, vu que Samsung était un de mes fournisseurs principaux de handset et du groupe, aussi, en fait, il m'offre l'opportunité de venir et de lancer le département mobile au Maroc. Donc c'est là moi que je démarre sur Internet, parce que tout ce que tu viens de raconter, je n'ai pas trouvé, mais là à partir de Samsung, j'ai commencé à voir des vidéos de toi qui fait des lancements de produits. Exact. Okay. Donc là, je suis rentré, on était 15 personnes. Fast forward, je passe 7 ans chez Samsung, donc de 2009 à 2016. Et en sortant, on était à peu près 530 personnes. On avait créé Samsung Maghreb Arabe. Wow. Tu étais au démarrage, toi. En fait, on a lancé la région. Et en sortant, en fait, j'étais Chief Marketing Officer North Africa pour tous les produits. Donc pas que le mobile. Donc c'était aussi les autres produits, que ce soit le blanc ou le brun, donc télé et autres. Et la vérité, c'est là où j'ai commencé à me sentir un petit peu pas très bien, dans le sens où je réalisais que, en fait, on avait des sales figures qui étaient juste incroyables. On avait la plus grande part de marché smartphone au monde. Quand on comparait avec toutes les opérations de Samsung, en fait, on avait 90-92% de market share. On était aussi très très élevé, numéro 1 en télé, numéro 1 en washing machine. En fait, et qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans? En fait, ça ne changeait pas ma vie. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, il y avait quelque chose où je ne sentais pas ce bonheur-là. Okay. Alors qu'en réalité, on se dit, atteins ces chiffres-là, ça fait rêver, donc on a envie effectivement de le faire. Et à chaque fois, on repoussait les chiffres chaque année. Donc il y avait ça, il y avait une particularité au Maroc, c'est que en 7 ans, j'ai passé 5 DG. Ok. Et donc à chaque fois, il fallait effectivement reprouver que tu étais la bonne personne. J'étais aussi le plus jeune CMO de Samsung. Et donc, à chaque fois, effectivement, il fallait reprouver ça. C'était que des Coréens. Le poste de DG n'a jamais été ouvert pour un non-coréen. Même en termes de culture, j'imagine que ça pas très évident à gérer. C'était un réel choc. Et donc, la vérité, c'était un petit peu le début de la fin pour moi de me dire, I need a purpose. Okay. Par contre, il y avait effectivement quelque chose qui me dérangeait fondamentalement. C'est que on réussissait à vendre plusieurs dizaines de millions de dollars par mois. On avait des clients qui étaient happy, on avait des parts de marché, mais réellement ce qui se passait au milieu en termes de distribution, je connaissais un petit peu les rouages, mais je connaissais pas réellement tous les petits détails ou filaments pris. Et je suis quelqu'un qui est extrêmement minutieux. J'ai envie effectivement de comprendre, j'ai envie toujours de double-cliquer. J'ai parlé avec une personne de ton équipe, elle m'a dit que tu lisais tous les messages WhatsApp, que tu laissais rien passer, que tu répondais. Écoute, de double-cliquer, triple-cliquer, et effectivement, donc je voulais comprendre la distribution. Et là, je rencontre une personne qui est juste incroyable, Moussa Riyad, qui est aussi un super entrepreneur et très belle success story à travers son projet, le projet Dislog. Ouais. Et donc là, il me fait confiance avec son équipe dirigeante, avec Ali Tiazi aussi, et il m'a dit, Marani, de venir et de gérer le food. Et donc de gérer le food, la distribution des produits, food dans le trading. Donc là, tu vas chez Dislog après ça. Là, je vais chez Dislog. Et moi qui pensais que les produits télécoms étaient des produits qui étaient rapidement obsolètes, quand tu travailles avec des produits et tu distribues des produits qui ont peut-être 5-7 mois de shelf life, il faut être extrêmement perspicace, gérer entre le gros et le détail. En fait, aller petit à petit vers ce qui est. Exactly. Et donc, ce fut une expérience qui est juste unique. 1 an et demi de pur bonheur, de pur labeur aussi, parce que j'ai énormément appris, mais de pur bonheur parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus concret et on faisait réellement bouger les choses et on sentait effectivement l'impact qu'on avait sur les partenaires. Par contre, il y avait effectivement quelque chose qui manquait, c'est de la technologie.
Et je n'y pensais pas beaucoup à ce moment-là. Mais à un moment, j'ai été contacté, j'ai été headhunté pour gérer Calim. Donc la startup, à ce moment-là, elle était startup du ride-hailing, des VTC. Et à ce moment-là, il ne faisait que du VTC. Et on m'a dit, viens, on a besoin de quelqu'un pour nous gérer la région Afrique du Nord. Donc le Maroc, lancer l'Algérie, lancer la Tunisie, puis après lancer l'Afrique francophone. J'ai pas hésité une seule seconde. Pour la simple raison que pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une industrie où ce qui se passait à Buenos Aires l'après-midi allait le lendemain affecter ce qui se passe à Paris, allait le lendemain affecter ce qui se passe peut-être à Jeddah et peut-être même à Tokyo. Et donc je me suis dit DCZ, j'ai réellement il y a une dimension globale là-dessus. Dimension globale, mais extrêmement, mais aussi instantanée. Okay. C'est-à-dire que c'était vraiment dans l'ère de l'hyper connecté et peut-être pourquoi j'ai dit un petit peu de la partie rebelle, c'est aussi quand je vois une injustice et je vois quelque chose, c'est une incompréhension, j'ai du mal vraiment à l'accepter. Et donc, l'idée était de venir effectivement et de résoudre cette problématique-là de transport, de mobilité. Donc, la compréhension là par rapport au Maroc, c'était cette problématique de transport au Maroc même. Au Maroc et dans la région. Et donc, de se dire que ça a réussi en Amérique latine, en Europe, c'était en train de réussir. Il n'y a pas de raison que ça réussisse pas au Maroc. Il n'y a pas de raison. Ouais. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc je les ai rejoints et c'était des moments qui étaient un petit peu difficiles aussi, de par la dynamique qu'il y avait avec les acteurs locaux, où il y avait on va dire les autres acteurs et les concurrents, hein, Uber pour ne pas le nommer, avaient instauré une certaine dynamique qui n'était pas très favorable pour le changement, où c'était beaucoup plus du face-to-face, beaucoup plus de head-to-head, beaucoup plus en confrontation avec les acteurs locaux, alors qu'en réalité, la proposition de valeur venait compléter et ne venait en aucun cas empiéter sur... Donc c'était une manière d'aborder le marché qui était différente de Uber. Qui était complètement différente. C'était my way or the highway, alors que ça ne marche pas ici. Moi, je dis toujours que le Maroc a une spécificité. On est unique, hein, on est unique, on est le saumon qui va toujours nager à contre-courant. Et donc, c'est pas parce que ça a très bien fonctionné elsewhere avec la même recette qu'on va pouvoir effectivement la refaire. La finalité peut être la même, mais le chemin pour pouvoir l'atteindre est complètement différent. Il faut respecter les spécificités du Maroc. Et il faut être extrêmement humble et de discuter avec tous les acteurs et tous les stakeholders pour pouvoir... je serais curieux après, on en parlera dans le cadre de Yola Fresh, comment tu as fait ça, parce que j'imagine que ça doit être encore un autre challenge là-dessus. Oui, absolument. Et donc ça t'immunise un petit peu, mais pas trop. Hein. Et donc voilà. Donc l'idée c'est de continuer très très humblement de leader une équipe qui est assez jeune. Hein, une équipe, je pense que la moyenne d'âge était de 23-24 ans, où la majorité c'était des first job ou second job. On était dans une ère où l'argent coulait à flot, c'est-à-dire que à l'ère où la levée de fonds était extrêmement facile. Où je présentais mes besoins en cash au board. Il y a de l'argent qui tombait. Et je demandais X millions, on me doublait, on me disait voilà, je te donne le double, par contre tu fais le triple de ce que tu veux. Alors que normalement, c'est voilà l'objectif qu'on va avoir et à la fin tu dois être profitable et les actionnaires doivent récupérer cette partie-là. Et donc l'idée c'est de pouvoir toujours l'idée c'est ces personnes-là dans un monde qui n'était pas très favorable et qui voulait nous rejeter. Et c'est une greffe qui voulait absolument pas qu'elle prenne. Mais en même temps, qu'on était en train d'utiliser des moyens qui en réalité c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas que l'argent coule à flot. La vraie vie, c'est qu'il faut effectivement avoir des unit economics qui tiennent la route. Et donc, heureusement qu'on était un petit peu cautious et qu'on a fait ça. Parce qu'à un moment, juste avant le Covid, où la réalité commençait un petit peu à rattraper le cours des choses, où dans le groupe, on commençait effectivement à être beaucoup plus cost efficient et qu'il fallait arrêter effectivement d'investir. Vous aviez un objectif de rentabilité à un moment donné. Rentabilité. Donc il y avait de grands pays, donc des opérations, que ce soit sur l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite ou les UAE, où à ce moment-là, c'était un changement de paradigme qui était extrêmement difficile pour eux. Alors que pour nous, c'était, on agissait déjà en étant frugal, en étant très cost efficient. C'est ce qui nous a permis de pouvoir rendre le Maroc rentable. Donc pour une boîte qui était en habitat négatif très très longtemps, d'être rentable, je pense qu'on était le deuxième ou troisième pays des opérations de Carim qui sont devenues rentables. Ça devait être une belle success story, ça. Quand vous êtes arrivé à ça, ça doit être un soulagement de dingue. C'est un super soulagement.
certes, il reste une petite amertume de se dire qu'on avait tous les ingrédients pour rendre le Maroc, pour légiférer aussi le Maroc, parce que malheureusement le ride-hailing, le VTC n'est pas encore légiféré. Il n'est ni interdit ni autorisé. Il est dans une zone grise. Et donc comme je dis, Karim, superbe école où ça t'apprend aussi beaucoup d'humilité, beaucoup d'improvisation, mais d'improvisation réfléchie, et de pouvoir gérer les problématiques. Est-ce que tu as le sentiment que c'est des projets où tu étais employé ou qui étaient limite des projets entrepreneuriaux tellement c'était des challenges que tu avais Karim, complètement. Okay. Karim, c'était, voilà, on se met d'accord, c'est presque la seule différence entre Karim et peut-être ce qu'on est en train de faire maintenant à You La Fraîche, c'est que peut-être il n'y avait pas de levée de fonds, il fallait juste convaincre le board pour pouvoir. C'est le board qui investissait à chaque fois. C'est le board qui investissait. Mais en réalité, on avait un objectif de top line, on avait un objectif de bottom line, et ce qui se passait au milieu, on avait des guidelines, mais on pouvait réellement faire ce qu'on voulait. Et toi, personnellement, en termes de mindset, tu étais, voilà, tu sentais que tu étais entrepreneur dans Karim, plus absolument. que... Oui, absolument. Okay. Absolument. Pour moi, c'était ça. On avait, ce qui nous poussait à se réveiller tous les matins, c'est de se dire, on n'a pas le droit de laisser tomber, on n'a pas le droit de lâcher ces gens-là. On avait plusieurs milliers de personnes, ce qu'on appelait des captains, des drivers, on les appelait les captains. Et donc plusieurs milliers de personnes qui, en réalité, nous disent, bah merci, grâce à vous, bah, maintenant j'ai retrouvé mes dignités, j'ai une vie qui est beaucoup plus, qui est, on va dire, beaucoup plus modeste. Je me suis marié, j'ai réussi à louer et on se sentait vraiment responsable de ces personnes. Absolument. Et on voyait cet impact. Et donc, c'est ce qu'on disait à l'équipe. On dit peut-être que c'est tellement difficile que if we drop the ball, peut-être que, avec toute modestie, encore une fois, personne ne récupérerait ce projet-là. Donc, on n'a pas le droit, effectivement, de... Et là, aujourd'hui, ça continue de tourner, ça continue de tourner très bien. Donc, c'est une fierté. Je pourrais même effectivement la marquer sur ma pierre tombale, de dire voilà, j'ai participé à ça. Mais encore une fois, c'était un réel travail d'équipe. J'ai eu réellement la chance d'être approché par 212 et c'était vraiment en gestation. C'était vraiment les premiers moments de 212. Et pour moi, bah en fait, j'ai complètement adhéré à leur thèse d'investissement. Et je commençais à me dire, en étant chez Karim, on voyait le montant qu'on avait levé. À ce moment-là, on avait levé presque 850 à 900 millions de dollars. Et donc, c'est quand même incroyable. On faisait des chiffres astronomiques et de se dire, bah, qu'est-ce qui nous manque au Maroc? Donc, je commençais vraiment à me dire, mais qu'est-ce qui nous manque? En réalité, il ne manque pas beaucoup. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, comme j'ai été approché par 212, bah là, j'ai rapidement adhéré à leur thèse d'investissement. Et donc, je les ai rejoints en tant que mentor. De me dire, bah, la meilleure chose que je puisse faire, c'est faire du give back et d'essayer de partager ça. J'ai la chance de vivre ça chez Karim. Et donc en tant que mentor pour les nouvelles personnes qui allaient postuler, effectivement, qui allaient rejoindre le programme et le jury. Donc j'ai fait avec eux la première cohorte, puis la deuxième cohorte. Et à la troisième cohorte, bah, en fait, j'avais quitté Karim pour plein de raisons. Et là, bah, en fait, on me propose de rejoindre l'équipe, à faire grossir, de commencer à internaliser beaucoup plus ses ressources et de commencer réellement à bien consolider 212 Founders. J'ai accepté à une seule condition. J'aurais dit le jour où j'aurai une idée tout aussi impactante, tech-driven, avec quelques critères, je vais devoir effectivement partir parce que pour moi, c'était le but suprême. Et l'idée a fini par arriver. Et effectivement, donc l'idée finit par arriver. Donc un long friend of mine, Narbi, qui à ce moment-là a été CEO de Jumia. Donc il me contacte avril 2022, donc plein Ramadan, je pense, deuxième ou troisième jour de Ramadan. Pourquoi je me rappelle? Parce qu'on était dans une terrasse de café qui était complètement vide. On a littéralement squatté une table. Là, il me contacte, il me dit s'il te plaît, j'ai besoin de tes conseils. Est-ce qu'on peut se voir? Je dis bien sûr. Donc là, il me voit en tant que fonds d'investissement, en tant qu'acteur qui pourrait investir éventuellement dans ce projet-là. Et il me dit, écoute, ça fait un petit moment que je travaille sur ça. Moi-même, j'ai une petite ferme. J'ai essayé de me dire que voilà, qu'est-ce que je peux faire comme culture pour gagner. Moi, avec mon business acumen et tout ce que j'ai fait, je me rends compte qu'un fermier ne pourra pas gagner plus de 20-25 000 dirhams par hectare par an. Et donc, comment est-ce possible? Moi, avec les business plans, avec les analyses, avec plein d'aides de plein de potes dans l'agri,
et je retombe sur ces chiffres-là, c'est quelque chose qui va pas. Comment je peux craquer le game? Comment je peux craquer le game? Donc là, il a commencé à approcher quelques acteurs dans le monde. Et donc, il vient, il me dit, est-ce que cette idée est VC-fundable? Une demi-heure après, on était co-founder. Pour moi, je pense que tu étais convaincu direct? Direct, parce que j'étais prêt. Je sais que tu aimes les chiffres. En une demi-heure, tu as fait quoi? Tu as posé des chiffres? Comment tu t'es dit, c'est bon, c'est l'idée? Avant de parler chiffres, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Hein. Toute ma famille paternelle est dans ce business-là depuis plusieurs générations. Il y avait un côté émotionnel aussi. Donc, je comprenais effectivement la problématique. Depuis que j'ai 10 ans, je pars au marché de gros. Donc, j'ai grandi dans ça. Mon père m'a confié à l'âge de 10-11 ans d'aller faire le marché pour la famille. Et donc, chaque semaine, je partais et je faisais le marché. Et donc, du coup, je comprenais parfaitement de quoi il parlait. Et donc, je me suis dit, hold on, c'est un marché qui est très profond. C'est un marché où, si on a envie effectivement de le digitaliser, ils doivent être tech-driven. C'est un impact de malade parce que ça soit pour les fermiers, les petits fermiers ou les retailers, forcément, il va avoir un impact social. Et donc, un petit peu avec les premiers amours de Karim. Et le dernier, on peut s'internationaliser sans aucun problème. Qui faisait partie aussi de la thèse d'investissement de Sandro, c'est que on commence au Maroc, puis après on va s'internationaliser. Donc c'est une des rares décisions que j'ai dû prendre sans même consulter ma femme, parce que pour moi ça coulait de source. C'est évident. Est-ce que tu as senti le passage d'une vie de salarié à entrepreneur, ou pour toi c'était juste une continuité là-dessus? Non, c'était une continuité. En aucun cas, parce que déjà chez Karim, je me suis jamais considéré comme salarié, parce que en fait on avait des objectifs et on devait réellement continuer à exister. Donc pour moi l'idée c'était that's it. Maintenant c'est mode commando, qu'est-ce qu'il faut faire? Okay. Et donc réellement on a travaillé soir et week-end parce que effectivement on avait un engagement le matin, et donc le soir on prenait sur le temps de ma famille, sur mon temps libre pour continuer à faire les études, continuer à parler. Donc on a discuté avec presque tous les fondateurs de ces startups là dans le monde. Très bien. Dans l'hémisphère sud, que ça soit du Mexique au J'ai cru qu'il y avait un gros acteur en Inde, non? Il y en a plusieurs, effectivement. Il y en a 3 en Inde. Okay. Et c'est là où, effectivement, on s'est dit, on va dupliquer sur l'Inde, et on a réalisé que l'Inde et l'Afrique étaient extrêmement similaires. Super. Presque les mêmes KPIs en termes de marché, en termes de GDP d'agriculture, en termes de GDP per capita. Plein de KPI intrinsèques qui faisaient que si ça réussit en Inde, ça devrait réussir en Afrique. Donc, est-ce que le Maroc, c'est un terrain de test, on va dire, pour valider votre idée et après vous étendre, ou est-ce que ça fait partie vraiment pleinement de votre stratégie? Non, c'est beaucoup plus. Quand on parle effectivement de mon passif chez 212, on se dit qu'il y a plein de startups utiliseraient le Maroc comme un test bed juste pour un MVP ou pour un proof of concept et rapidement s'internationaliser parce qu'ils jouent leur survie. On s'est très rapidement rendu compte que le marché est super profond au Maroc. Okay. Et donc, si je prenais l'analogie de toutes les startups qui ont réussi dans la région, et quand je dis la région, c'est l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud et GCC, elles ont toutes un point commun, c'est que le marché local, leur premier marché est un marché suffisamment profond pour les ancrer. Et pour que ça devienne, je ne veux pas dire un cash cow, mais c'est suffisamment profond pour tester plein de choses et démontrer que il y a toujours une avance et il y a un playbook à construire. Mais du coup, YoLaFresh, juste pour revenir un peu en arrière, c'est quoi le business model exact? Est-ce que vous allez chez les fermiers le matin? Et donc effectivement, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on s'est dit, il y a une réelle problématique, c'est que la majorité des fermiers, entre 80 et 85% de ces fermiers, ont des surfaces qui sont de l'ordre de 2 à 3 hectares. Pas énorme. Si on rapporte ça à combien est-ce qu'ils gagneraient par an, ça fait un revenu qui est à la limite du précaire. Et ces personnes-là, ils n'ont pas forcément accès au marché. Donc, ils passent presque exclusivement par des intermédiaires. Et donc, ces intermédiaires-là dictent non seulement les prix, mais récupèrent la plus grosse partie de la marge créée dans cette chaîne de valeur. Très bien. Et de l'autre côté, en fait, on a des retailers qui, eux, doivent passer 2 à 3 heures par jour pour partir marché de gros, transport, logistique, etc. Transport, logistique, négociation, surprise, découvrir que c'est pas le bon produit, que le produit à l'intérieur d'une caisse, tu peux trouver même une caisse de pommes de terre, tu trouves même de grosses pierres. Très bien. Il y a plein de choses comme ça. Et donc on s'est dit les 2 extrémités et les 2 maillons les plus importants de cette chaîne de valeur sont les moins bien servis. Alors qu'au milieu, en fait, on a une chaîne certes importante,
d'intermédiaires qui permettent effectivement de connecter ces deux-là, mais que, on va dire, le partage de richesse n'est pas fair. Et donc, on revient au point effectivement d'injustice, fairness, qui, en réalité, je viens de me rendre compte que c'est effectivement peut-être la ligne directrice, le fil conducteur de mes décisions. Et donc là, on s'est dit, oui, effectivement, il y a un coup à jouer. Et donc, on commence à discuter avec tous les acteurs, on commence à faire nos devoirs. Et ce que vous faites, c'est quoi? C'est vous allez chez le fermier, vous achetez directement à terme, l'idée, c'est de pouvoir devenir le partenaire du fermier, de lui dire, fais et do what you know best. Nous, on vend. Ça veut dire que choisis quelle serait ta production, cultive, récolte, et nous, on vend. Ok. Et de l'autre côté, quand on parle aux retailers, vous savez très bien vendre, vous avez votre clientèle, vous avez votre portfolio. Nous, on vous ramène. Tu matches l'offre et la demande de manière parfaite. Et donc, effectivement, on vient pour être le shortest link entre la supply et la demand. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'un marché qui, quand même, crée entre 25 et 40% de wastage, de déchets. C'est énorme. De par l'inefficience de la chaîne de valeur et de la chaîne logistique et du choix. Donc, parfois, il y a des produits qui vont pourrir dans le champ, parce qu'ils n'ont pas été récoltés à temps, ou au contraire, il y a une over-harvesting, une surutilisation, mais ces produits-là n'atteignent jamais les étalages et puis ils sont juste tout simplement jetés. Et donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir rallier et essayer de matcher la supply et la demand. Et en faisant ça, structurellement. Et ça, il faut de la data. C'est grâce à la data que vous allez accumuler que vous allez réussir à faire ça. C'est la data qu'on est en train d'accumuler. Et pour l'instant, on est sur du 91-92% de forecast accuracy, de savoir à 2 jours à l'avance ce quartier-là, combien est-ce qu'il va consommer. Et l'objectif, c'est de combien de jours à l'avance? L'objectif, je pense que à 3 jours, c'est très bien. Ok. Parce que on est sur des produits qui ont des shelf life de 2 jours maximum. C'est ce qu'on dit, donc tu es parti des produits qui ont des shelf life hyper longs. Là, on est à quelques heures. Et l'idée pour nous, c'est effectivement, c'est de pouvoir faire plusieurs cycles. Yola Fresh s'est lancé en mars. Et donc, l'idée pour nous, c'est en fait, quand on finit une année, quand on va finir 2 ans, on aura une meilleure visibilité des cycles. Et à ce moment-là, on pourra même, entre guillemets, commander et demander aux fermiers de produire une variété spécifique. Et que vous allez venir récupérer la marchandise. Donc, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, une des choses, c'est qu'on rachète un tout petit peu plus cher que le marché. Ok. Et donc, en dollar value, là, en dirham value, en fait, on était presque en train de doubler la marge de ces fermiers. Et de l'autre côté, les retailers, on les aide à absorber tous les coûts logistiques. Et ce qui leur permet en réalité de faire plus de 50% de bénéfices. Magnifique. De bénéfices. Et donc, all in all, effectivement, on a un repartage de richesse qui est beaucoup plus équitable. Et une des valeurs ajoutées, pour finir sur ce point-là, une des valeurs ajoutées pour le fermier, on ramène quelque chose d'assez unique, c'est la visibilité. On lui donne de la visibilité. La visibilité peut être le lundi, tu vas récolter tant, le mardi tant, le mercredi tant. A une visibilité, écoute, la prochaine saison qui commencera en février, si tu fais 150 tonnes, je te prends ces 150 tonnes parce que moi, j'ai déjà créé ma base de demand. Et toi, en tant que Yola, tu achètes chez le fermier. Absolument. Et après, tu vas vendre. Absolument. Et l'idée suprême, c'est de pouvoir démontrer que c'est capable de créer de la valeur en faisant ça, et puis de commencer à avoir des acteurs qui vont chacun commencer à prendre une partie de cette chaîne de valeur. C'est-à-dire que peut-être de ne plus acheter et vendre, mais de devenir réellement une vraie marketplace où à ce moment-là, c'est des acteurs effectivement qui vont venir et qui vont se mettre en place. Et en termes de logistique, comment ça se passerait à ce moment-là? Parce que là, aujourd'hui, j'imagine, c'est vous qui assurez la logistique. On assure tout, mais après, on pourrait effectivement se dire que, par exemple, Casablanca, c'est un acteur qui va venir et qui va prendre la partie logistique. Là, on s'est beaucoup inspiré du modèle Jumia aussi. Okay. Où au début, ils ont tout pris. Et puis, de plus en plus, ils démontraient que ça marche. Ils commencent à avoir des acteurs, des third-party logistics qui vont venir prendre la ville. Et donc, de commencer à leur donner le playbook, de leur donner la tech, de leur donner les process qualité. C'est l'objectif long terme. Absolument. Top. Et petite question, j'ai vu aussi sur votre site, vous avez une dimension un peu financement. J'ai l'impression que vous payez directement le fermier à la commande et que vous laissez des délais de règlement aux détaillants derrière. Non. Alors, presque ça. Okay. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on offre aux fermiers, c'est des délais de paiement les plus courts possibles. Ça peut être du cash tout de suite. Très bien. Ou ça peut être 1 ou 2 jours. Ok. Maximum.
Et de l'autre côté, les détaillants, non. Le détaillant, il paye cash en delivery. Ok, Parce que de toute façon, s'il serait parti au marché, bah, il aurait quand même réglé tout de suite. Ok, super. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'avoir un certain équilibre du working capital parce que on voudrait pas effectivement avoir T'as pas de décalage au niveau du BFR. C'est exactement ça. C'est que on voudrait avoir un BFR qui soit à l'équilibre pour pouvoir investir principalement dans les opérations, investir dans l'expansion de la startup et non pas immobiliser du cash dans du stock. Très bien, ouais, c'est ce que me disait. Je parlais avec Omar Ben Moussa, que tu connais bien, ouais. et il m'a dit une phrase qui était sympa. Il m'a dit les levées de fonds ne sont pas faites pour financer de la trésorerie, mais de la croissance. Absolument, absolument. Ok, donc vous n'avez pas ce décalage et c'est intéressant. Ok, top. Et comment ça se passe? Parce que tu démarres, tu débarques, tu te dis ok, moi c'est Yoda Fresh, je viens sur le marché. Il y a plein d'acteurs, comme tu as dit, sur le marché. Tu dois trouver un moyen de pénétrer le marché à ce moment-là. Tu prends ton camion, tu arrives à un endroit, tu dis c'est bon, je suis la fraîche, venez acheter des légumes chez moi. Comment ça se passe? Si on devait résumer ça, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, tu peux nous raconter la première fois que vous êtes allé vendre des légumes sur le marché? L'idée au Maroc, on a cette chance, c'est que l'accès à la supply n'est pas très difficile. C'est-à-dire que si tu veux aller acheter une semi-remorque de tomates demain, tu es capable de le faire. Maintenant, tu achètes des produits qui sont périssables et si tu les écoules pas le lendemain ou au maximum le surlendemain, mais vraiment le max, à ce moment-là, tu te retrouves avec une perte juste incroyable. Très bien. Et donc, l'idée pour nous, on s'est dit, on va prendre le problème et on va l'inverser. C'est qu'on va d'abord créer cette base de demand, donc une base consommatrice, créer ce vide. Et à ce moment-là, ce vide-là va me donner suffisamment de visibilité et de confiance pour pouvoir aller acheter parce que je sais que le lendemain, je vais pouvoir écouler. Et donc, si on dit une semi-remorque, c'est 600 caisses de tomates. Si j'ai pas 600 clients et chacun va me prendre une caisse le lendemain, je ne pourrai pas le faire. Donc, comment faire ça? En étant street smart, en faisant du hustling, en fakeant. Mais du bon fakeant, pas de mauvais fakeant, mais en fakeant. C'est-à-dire qu'on se réveille, on prenait les commandes jusqu'à minuit. Et on se réveille à 2 heures du matin. Tu les prenais de chez qui, les commandes, exactement? Des retailers. Et tu allais les voir avant, tu leur as dit Donc effectivement, on partait et donc on s'est dit, tiens, effectivement, ça c'est une très bonne chose. Petite anecdote qu'on pourrait raconter, c'est qu'au début, en fait, on a pris des produits, on les a achetés. On s'est dit, en fait, à un moment, faut bien break the circle, faut bien rentrer quelque part. Donc on s'est dit, nous, on va acheter. Parce que partir et leur dire, je vais vous ramener, c'est juste, pour eux, c'est inconcevable. Est-ce que réellement tu vas le faire? Est-ce que tu vas me ramener la bonne marchandise au bon prix? Est-ce que tu vas me livrer à temps? Donc, on avait, pendant notre market intelligence, on avait discuté avec eux, ils étaient prêts, mais à un moment, la majorité voulait toucher d'abord le produit et comprendre que ce qu'on est en train de dire, qu'on peut effectivement le faire. Et donc, on s'est dit, en fait, on a pris quelques caisses, on a pris, je pense, tomates, oignons, pommes de terre et courgettes. Donc, on a pris ces produits-là, on a pris une petite camionnette, on s'est pointé dans un marché, voilà, j'ai ça, à combien? Je le donne le même prix. Ah oui, mais c'est moins cher à combien je l'ai pris. Quand j'intègre tous les frais logistiques et autres, je dis oui, voilà, c'est notre proposition de valeur. Donc, ok, est-ce que tu peux me livrer demain, sur le lendemain? Oui, pas de problème. Donc là, on essaye. Par chance, on tombe sur quelqu'un qui commence à nous passer commande tous les jours. Donc, c'est votre premier client. C'est notre premier client. Il était où? Jamais. Il était à côté de Sidi Marouf. Ok. Donc, il s'appelle Abou Ryan. Et donc, là, on se rend compte que ce client-là, en fait, il adore ce qu'on fait. Et donc, maintenant, vous le livrez directement chez lui? Et donc, on le livre tous les jours. On utilisait une petite camionnette. Et un beau jour, notre partenaire logistique nous appelle, on dit, écoute, la camionnette, elle est en panne. Par contre, j'ai un 14 tonnes. Super méga camion. Et donc, je vous le donne au même prix, mais voilà, juste pour vous dépanner, pour au moins que vous ayez un véhicule pour livrer. Donc, on se pointe au marché, mais là, on se pointe avec le big ass, machin. Et là, en fait, toutes les autres personnes qui ne travaillent pas avec nous, ils se disent, oh là, mais là, ils ont sorti la Tirello. On ouvre, en fait, il y a que 5, 6 ou 7 caisses qui se battent en duel. Ils se disent, ah ouais, franchement, ça veut dire que vous avez livré tout le monde. Je dis, oh, c'est notre dernière livraison. On n'a pas menti, c'était la seule. La première et la dernière, on n'a pas menti. Ils ont peut-être induit en erreur, mais on leur a dit, voilà, c'est notre dernière livraison. Et donc, c'est là, on se dit, tiens, écoute, c'est que ça marche. Je veux bien essayer. Donc, il y a un petit FOMO. Et puis, voilà, on a commencé. Vous avez créé un FOMO au niveau des acheteurs. Donc, on a créé un FOMO chez eux. Donc, on a commencé à avoir de plus en plus de commandes. Et puis, un beau jour, tout s'arrête. Un beau jour, le gars, on l'appelle pour prendre la commande.
Il me dit, bah, au fait, non, je vais pas commander demain. Demain, il se rend demain. Je lui dis, c'est pas possible. Alors que ceux qui sont à côté, ils continuent à commander. Je dis, mais c'est pas possible. C'est quand même notre customer number one. Il faut bien comprendre. Abou Rayhan, il faut comprendre ce qui se passe. On part le voir. Et on commence à lui poser des questions classiques. Est-ce qu'on te livre à temps? Oui. Est-ce qu'on te ramène le bon produit? Oui. Est-ce que c'est le même prix que le prix de marché? Oui. Est-ce que tu as réussi à faire plus de marge avec nous? Oui. What the heck? Qu'est-ce que tu veux? Et là, il nous sort un concentré de concepts. Il me dit, écoute, je préfère arrêter parce que je suis sûr que vous allez me la faire à l'envers dans pas longtemps. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose qui, j'arrive pas à comprendre, ça se cohère pas. Et donc, du coup, je préfère arrêter. Il est schlair, non, il a et c'est là où on a compris que le point, on va dire, le pilier fondamental de cette relation, c'est la confiance. Et donc, on a commencé énormément à jouer sur ça. Vous avez augmenté les prix, du coup, pour, pas du tout, non. C'est sur la confiance. De se dire que si parfois on se rate dans la livraison, bah, à ce moment-là, on va lui échanger le produit. Qu'on est là pour régler des problématiques et qui peut réellement compter sur nous tous les jours. Vous avez réussi à le récupérer ou pas? On a réussi à le récupérer, oui, bien sûr. Avec quel argument? Parce qu'il a vu effectivement qu'on est là et qu'on est resté, fidèle à nous-mêmes et à notre proposition de valeur. Maintenant, on a plusieurs centaines de clients par jour. On fait plusieurs centaines de tonnes aussi. Et donc, c'est juste une aventure qui est incroyable. Magnifique. Une dernière question par rapport à YoLaFresh. Tu as bossé chez 212, tu avais beaucoup de startups démarrées. Il y a eu, il y a quand même ce débat toujours au Maroc de est-ce qu'il y a de l'avenir, est-ce qu'on va avoir la première licorne, est-ce que ça va bouger un jour. Qu'est-ce qui fait que malgré, ce que tu as vu, ce qui s'est passé chez 212, où c'est pas évident de faire démarrer des boîtes, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ok, let's do it, je vais le faire, même si je suis témoin du marché qui n'est pas évident. Il y a quand même ce challenge là. Et je me dis, moi, Youssef, Mamou, je vais y aller et je vais craquer le game et je vais y arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta tête à ce niveau-là? Youssef, Mamou, oui, mais c'est toute une équipe, hein. Il y a toute une équipe derrière nous. Moi, je suis très humblement juste en train d'essayer d'organiser tout ça, mais je pense, si je devais résumer, la superbe expérience de 112, c'est qu'en réalité, on a le potentiel pour le faire, on a le potentiel pour avoir de superbes success stories. D'ailleurs, il y en a, il commence à en avoir de plus en plus. Mais la vérité, un point qui manquait, c'est pas forcément le financement, mais c'est plutôt deux points. Le premier point, c'est de penser grand. C'est de rajouter 1 ou 2 zéros dans son BP. Très bien. Et d'attaquer un marché qui est très profond. Et donc, rapidement, on voit la taille de marché, on se voit que c'est quelques milliards de dollars par an au Maroc, only. On se dit, oui, effectivement, là, il n'y a aucun souci. Et deuxième chose, c'est de pouvoir gérer les unit economics, de savoir exactement comment est construit le business et comment est-ce que la profitabilité pourrait être shapée. Et donc, dès qu'on a vu effectivement qu'on était capable de maîtriser ces deux points-là, on s'est dit, oui, on peut pas laisser cette opportunité passer et puis on se lance. Donc, on va dire qu'il y a une question un peu moins commerciale, mais plus pragmatique. Plus pragmatique, parce qu'en réalité, il faut juste comprendre, quand on lève des fonds, c'est que c'est un fonds d'investissement qui va venir et qui va mettre un ticket. C'est le fonds d'investissement VC, Venture Capitalist, ou les capitaux risques. Pour eux, ils sont pas forcément intéressés pour rester jusqu'à prendre des dividendes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir vendre leur ticket 1, 2, 3 tours après. Et donc, de faire Et toi, qu'est-ce que tu recherches dans ce cadre-là de YoLaFresh? Juste pour finir sur ce point-là. Et donc, du coup, si on a envie que le premier investisseur nous fasse confiance et mette un ticket, c'est qu'on doit lui montrer que le marché est suffisamment profond qu'on pourrait aller lever 3, 4 tours après la première levée. Et ça ne pourrait être fait que si un marché est extrêmement profond, qu'on pourra scaler et commencer à attirer de fonds de plus en plus gros. Et que la team de founders aussi, elle soit solide. Absolument. Donc il y a ça. Moi, qu'est-ce que je recherche? Moi, c'est l'impact. C'est quoi qui dirait que c'est un succès, ta YoLaFresh? Qu'est-ce qui ferait que... Moi, c'est l'impact. C'est de commencer effectivement à retrouver ce plaisir de parler avec les stakeholders et qui nous disent Allah himbal walidin, merci beaucoup. Excellent. Vous nous avez réellement aidé. On commence à voir ça, mais on est encore tellement loin. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Le marché est très profond. Et puis l'autre point, c'est de pouvoir aussi s'internationaliser. On a envie aussi de mettre le spotlight sur le Maroc. On prend très humblement aussi ce challenge d'être des VRP du Maroc. Et donc le fait de pouvoir internationaliser YoLaFresh, de pouvoir se lancer dans d'autres pays, est quelque chose qui nous tient à cœur énormément, Larbi et moi. Et donc ça serait aussi un élément, un milestone de succès, Inch'Allah.
Bah, je croise les doigts pour vous, Issa, vraiment. Merci. C'est une belle histoire. Je vais te poser des petites questions. Il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, voilà, c'est un peu plus ludique, on va dire. Alors, les cartes émotions, on va pas les faire, je pense, aujourd'hui. Mais on va faire des petites phrases à terminer, si ça te va. Ouais. Je vais te démarrer une phrase et toi, tu dois me la terminer, ok? Parmi toutes les startups, enfin, tu m'as dit, nous avons montré les phrases à terminer. Voilà. Donc, c'est la première interaction. Donc, parmi toutes les startups que j'ai accompagnées, celle que je prends toujours en exemple est... C'est un joker, c'est pas possible. non. Est-ce qu'il y en a une parmi celles que tu as accompagnées qui vraiment pour toi est un exemple de réussite en termes de BP, comme tu dis, où tu rajoutes des zéros, en termes de founders, en termes d'exécution? Honestly speaking, et c'est pas politiquement correct, mais s'il y a une chose commune entre toutes les startups et les founders, c'est la résilience. Et en réalité, la résilience est le facteur de succès le plus important à avoir. Oui, le financement, oui, l'équipe, oui, value proposition, oui, le business plan, tout ce que tu veux, mais la résilience. Donc, il n'y a pas une startup particulière qui est vraiment en train qui a tout ça qui est rassemblé de manière puissante. Si, il y en a plusieurs, et donc je peux donner plusieurs noms. Choisir, c'est renoncer. Donc, je préfère effectivement utiliser un joker. Moi, je dis, j'ai été extrêmement impacté par mon passage chez Careem. Ok. Et donc, moi, j'utiliserai effectivement voilà, ma North Star, c'est Careem. Très bien, parfait, très très bonne réponse détournée. J'arrive le matin au travail, la première chose que je fais est... Saluer les gens. Saluer les gens. Ouais. Chez 212, quand je recevais un pitch deck d'un projet, la première chose que je regardais était... De le lire en entier. Parce que don't leave any stone unturned. Ok, donc tu ratissais tout le pitch deck. Parce que peut-être dans la 99e qu'on pourra pas voir. Ok. Mais bon, s'il y a quelque chose que je voulais voir rapidement, c'était la taille de marché. La taille du marché, ok. Ouais. C'était ça qui te drivait le plus. Est-ce que ça t'arrivait d'aller directement là-bas parce que tu étais vraiment Non, en fait, je voyais, mais c'était l'info que j'attendais. Okay. Quelle est la taille de marché? La qualité la plus importante chez mon associé, c'est l'organisation et le sens du détail. Ok. Il est 22h, je suis dans mon canapé, l'Arbi m'appelle. La première chose que je me dis, c'est... Ça ne peut pas attendre demain, et il va falloir effectivement en parler, et que c'est sérieux. Très bien. Parfait. Allez, dernière petite question. Donc là, on va faire l'interview Zone à éclaircir. J'ai regardé un petit peu t'as une chaîne YouTube aussi où tu ranges des vidéos. Wow. J'ai vu qu'il y avait des vidéos de Lego, pardon. Quelle est ta relation avec les Lego? C'est mon fils. C'est ton fils. C'est mon fils. Et donc, j'ai une passion par transitivité. Okay. Donc c'est lui, il aime beaucoup ça et donc. Tu le fais aussi pour des Lego pour adultes pour toi aussi ou pas? Ou c'est en fait, je l'ai toujours poussé à prendre des Lego un peu plus âgés ou pour une tranche d'âge un peu plus supérieure. J'aime bien les challenges, hein. Pour le challenger effectivement et donc ça me permet aussi de passer un moment avec lui. Quel est ton panier de fruits et légumes idéal, pas en termes de marge mais en termes de goût? Écoute, s'il y a une chose que la Suède m'a complètement screwed up, c'est moi mon petit-déj il est salé, il est pas sucré. Ok. Donc voilà, c'est l'avocat, tomate, carotte, laitue. J'aime beaucoup les légumes, donc ouais, franchement c'est un plaisir de travailler dans ça. Et parfois quand on est sur des champs, je dis on est les plus chanceux du monde d'avoir ce bureau-là et donc ouais, franchement. Magnifique, Youssef, c'est top. Est-ce que s'il y a, voilà, on va clôturer dans pas longtemps. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait voir assis à ta place pour le prochain podcast? Je dirais l'Arbi, hein, comme ça, au moins les questions là. On pourrait terminer l'autre partie de mes questions. Je pense qu'il y a une superbe liste de founders, d'entrepreneurs. Il y a une dynamique qui est juste hyper positive pour l'instant au Maroc, que ce soit en termes de disponibilité de fonds, en termes d'entraide, en termes, il y a quelque chose que Smail Bria de Chali dit souvent, que j'aime beaucoup, c'est le pay it forward. C'est-à-dire, tu es là, tu es en train si tu peux aider quelqu'un, tu le fais, sans pour autant te dire que c'est une transaction instantanée. You'll get it back d'une façon ou d'une autre. Et donc, et c'est cette communauté-là qui est juste incroyablement soudée pour l'instant. On se rend compte que si quelqu'un lève la main et demande de l'aide, c'est extrêmement naturel pour cette communauté d'entrepreneurs de l'aider et d'être là. Et donc, oui, il y a une superbe liste d'entrepreneurs. Je t'appellerai si j'ai des noms. Avec plaisir. C'est gentil. En tout cas, on va terminer sur cette phrase qui était magnifique.
Merci beaucoup. Et à très très vite. Bravo pour ce que tu fais et merci pour d'avoir accepté de participer à Louis. Merci. Merci, beaucoup. Youssef. Merci. Merci à toi. The whip.